Est-ce que les services à la personne sont la face vertueuse de l'ubérisation? Non. Elle ne constitue pas la face vertueuse, mais elle constitue la face cachée, en tout cas. Le Conseil de l'Europe a donné des chiffres assez vertigineux, puisque les services à la personne sont les troisièmes professions, métiers ubérisés, 19% en l'occurrence, derrière les livreurs, 24%, et les chauffeurs, 39% des métiers ubérisés. C'est notamment ce qu'il ressort aussi de votre thèse. Nicole Tequet, docteur en sociologie, autrice donc d'une thèse sur les plateformes de services à domicile. Ce que vous démontrez dans vos travaux, c'est que précisément, c'est la tâche cachée parce que les activités de service à la personne sont souvent dans des espaces privés, intimes, donc par définition moins publics que lorsqu'on exerce des professions dans la rue, dans la sphère publique, mais aussi institutionnelles. Les régulations de ces dernières années ont largement ignoré les métiers plus féminisés de service à la personne, pourtant concernés par l'ubérisation, et se sont concentrés sur les métiers exercés plutôt par des hommes, donc les livreurs et les chauffeurs. D'abord, peut-être ma question première, c'est qui recourt à ces services? Alors, sur la question de, qui recourt à des plateformes de services à domicile, on va avoir quand même une très large part, en fait, de la clientèle qui est assez classique, qui va utiliser ces plateformes de façon assez classique, hein, pour des ménages récurrents, de façon assez traditionnelle, on va dire, avec peu de variations par rapport à d'autres modèles. Ce que j'ai vu en tout cas dans les entretiens, notamment avec des clientes de ces plateformes, c'est que souvent, en tout cas, les motivations qui les amènent à recourir à une plateforme, hein, puisque la clientèle, ça reste le cœur de cible, ça reste principalement des jeunes femmes, plutôt trentaine, quarantaine, issues de grandes villes, qui sont actives, hein, et qui, quelque part, elles me disent en entretien qu'elles ne s'en sortent pas en fait dans leur surcharge de travail domestique et notamment quand elles sont en couple hétérosexuel, hein, elles parlent aussi de ce problème du partage des tâches domestiques avec leur conjoint et quelque part en fait elles parlent aussi de ce dilemme, hein, de recourir à des femmes plus précaires et racisées pour réaliser ces tâches que leur conjoint ne fait pas. Mais par ailleurs elles ne s'en sortent pas en fait donc c'est aussi un dilemme éthique dont elles font en tout cas dont elles parlent au cours des entretiens. Et puis par ailleurs, dans le cadre des usages de ces plateformes, dans la clientèle et de ce que j'ai pu observer, dans le cadre de ma thèse, il y a aussi un usage qui est quelque part plus masculin, qui est, la, sous-location de compte Airbnb, la sous-location d'appartements et donc les ménages qui sont réalisés en amont de ces sous-locations et là, de ce que me disent aussi, mes travailleuses, mes enquêtées, qui réalisent ces prestations au quotidien, elles constatent que, généralement les clients, qui vont recourir à des prestations de ménage en amont d'une sous-location Airbnb vont être plutôt des hommes. Donc on retrouve ici ces clients plus masculins et puis le troisième usage que, j'identifie, qui est assez spécifique à cette question de l'ubérisation, c'est le remplacement de l'aide ménagère habituelle, qui va en fait consister à faire appel, hein, en deux clics à une aide ménagère de plateforme pour remplacer l'aide ménagère à laquelle on fait appel, qui elle généralement est salariée. Mais lorsqu'elle est malade ou lorsqu'elle part en vacances, on va plutôt recourir à ce type de plateforme, ce que j'appelle en fait les réservistes de l'armée régulière, hein, pour faire le lien en fait entre le concept marxiste d'armée de réserve qu'on emploie aussi beaucoup dans la sociologie pour décrire les travailleurs de plateforme, notamment de mobilité, Mmh. pour faire le lien aussi avec ce qu'a conceptualisé Sarah Faris, donc qui parle d'une armée régulière de travailleuses dans le cadre des services à la personne. Et donc en l'occurrence, moi j'essaye de ramener en fait ce terme d'armée de réserve dans le contexte des plateformes de services à domicile pour expliquer qu'en réalité, ces travailleuses des plateformes de services à domicile, elles vont constituer ces réservistes de l'armée de réserve. Alors on sait maintenant qui sont les clientes et les clients, mais surtout des clientes. Et là, on voit bien d'ailleurs le lien entre patriarcat et capitalisme de plateforme. Mais la question principale, c'est aussi qui sont ces femmes, puisqu'il s'agit majoritairement de femmes, qui exercent ces professions et quelles conséquences ça a pour elles d'être sur ces métiers ultra précarisés. Alors sur les plateformes de services à domicile, hein, que j'ai étudiées, ce que je constate en tout cas, c'est qu'il y a une première ligne de travailleuses qui sont très actives, qui s'engagent sur la durée sur ces plateformes, même si le taux de rotation reste très Mm. important, hein. L'ancienneté généralement sur ces plateformes ne dépasse pas 2 ou 3 ans. Mais malgré tout, il y a quand même une première ligne de travailleuses qui s'engagent plutôt sur des logiques de plein temps et dans la durée sur ces plateformes. Et en l'occurrence, il s'agit principalement de mères isolées
Donc surtout des femmes qui ont eu des expériences assez, négatives, dans des conditions de salariat dégradées, dans des agences de service à la personne notamment, et qui arrivent avec, cet espoir d'une plus grande flexibilité qui est promue par ces modèles. Et puis, face à cette première ligne, il y a aussi toute une foule en fait de travailleuses qui sont beaucoup plus, hétéroclites en fait. On va trouver principalement des, étudiantes, hein, qui vont se connecter plus ou moins ponctuellement, sur ces plateformes, le week-end, sur le temps des vacances, les soirs, et cetera, en dehors des heures de cours. Mais globalement, des profils plus hétérogènes, on va dire, des personnes qui vont, recourir à ces plateformes en complément de revenus, de façon plus, ponctuelle, sur une durée, sur une période déterminée. Et alors, face à cette promesse, hein, de flexibilité, d'une plus grande autonomie, pour ces travailleuses, ce que je constate aussi, c'est que quelque part, dès lors qu'un problème survient, cette promesse est rapidement, contredite par la réalité, notamment, par, le management algorithmique qui vient contrôler, qui vient sanctionner aussi le travail, de ces, aides ménagères des plateformes. Et en l'occurrence, les contraintes qui sont, celles des mères isolées, qui sont par exemple la nécessité de devoir annuler des prestations parfois au dernier moment, qui impactent leur notation client et donc leur, capacité à obtenir de futures missions par la suite. Beaucoup en fait vont, se retrouver, face à un mur, notamment de la part de certaines plateformes qui, dès lors qu'un problème survient, ne vont pas forcément être d'une véritable aide en fait, pour les soutenir, notamment dans la suspension du compte, le temps que, l'enfant se remette, et cetera, donc qu'elle puisse reprendre une activité plus régulière. Donc en fait, il y a aussi toute la vulnérabilité qui accompagne cette activité, dont elles ont pas forcément conscience en entrant sur ces plateformes et dont beaucoup en fait n'ont, pas forcément, par exemple, le réflexe de s'assurer par elles-mêmes. On a des personnes qui sont dans des situations de grande précarité, en l'occurrence les femmes isolées, et au lieu d'essayer de régler, ce problème, de protéger davantage, ces femmes, de leur garantir des revenus, de leur garantir des congés pour leurs enfants malades, bah, à la place, leur seule solution pour essayer de trouver un travail qui leur donne une flexibilité suffisante, et des revenus pour essayer de survivre dans cette situation, c'est de trouver, un travail sans statut hyper précaire qui par ailleurs, s'exerce dans des conditions de sanction et de contrôle extrêmement arbitraires. Donc c'est pour elles, vraiment un cercle continu de précarité qui ne peut que creuser vers le bas finalement. En réalité, cette flexibilité, elle est contrainte. C'est une flexibilité contrainte et notamment, contrainte par, la problématique économique. En réalité, quand on est, avec ces, problématiques économiques, notamment pour les mères isolées qui, sont, vraiment la frange, parmi les plus précaires, en fait, des familles monoparentales. En fait, les difficultés de déconnexion, par exemple, à la plateforme sont plus compliquées. La possibilité de, contester une notation, sont rendues plus complexes et on peut, là, voir quelque part aussi que le management algorithmique vient aussi opérer une forme de subordination, en fait, dans les faits. Notamment pour ces publics qui interviennent régulièrement sur ces plateformes. Je parle pas des publics qui sont plus ponctuels, qui, vraiment s'inscrivent ponctuellement sur ces plateformes, mais pour celles qui s'inscrivent dans la durée, qui dépendent économiquement de ces modèles, en fait. Et il y a quelque chose qui, relève en fait de, l'ordre d'une dépendance à la plateforme, et qui vient contester en fait cette, promesse, d'autonomie, de flexibilité qui est promue par les plateformes. Comme ça avait été le cas pour les livreurs et les chauffeurs, on attend désormais une décision de justice pour les aides à la personne ubérisée. Ce sera le cas en avril 2026 avec une future décision Click and Care. Et en attendant, méfiez-vous des jolis panneaux publicitaires qui vendent avec un joli storytelling le fait de pouvoir faire le ménage de façon hyper féministe et progressiste, alors que derrière, les personnes qui viendront chez vous seront hyper précarisées.